Bonsoir. Donc, je me suis aperçu que pendant le séjour que j'ai passé chez vous, j'avais pas eu le temps, ou j'avais pas pris le temps de vous expliquer ce que je faisais dans mon labo, bien qu'on ait parlé de beaucoup de choses plus ou moins importantes. Donc, je vais essayer peut-être de vous raconter un peu des choses sur ce que je fais dans mon labo. Voilà, donc je vous ai mis ici un tableau, c'est le tableau de David qui est au Louvre sur l'enlèvement des Sabines. Donc vous pouvez sans doute aller le voir plus facilement que moi. Alors, essentiellement, moi ce que je fais, ça s'appelle du transport thermique. Donc voilà, donc il n'y a rien de merveilleux là-dedans, hein. C'est simplement comment la chaleur se propage dans des milieux. Alors vous me direz, ça on le sait depuis longtemps, c'est pas faux. C'est pas faux, mais on le sait dans des systèmes qui sont des gros systèmes. Et vous verrez, quand on pénètre dans le monde du tout petit, bien les choses se comportent tout à fait différemment. Alors en fait, vous avez déjà eu une intuition des effets de la conduction thermique. Et on peut en donner un exemple simple. Alors, c'est un exemple que j'aime bien donner à mes étudiants quand même, parce que c'est une question qu'on se pose souvent. Imaginez, donc, quand j'étais dans votre duché de Bourgogne, là, où il faisait un froid de gueule, là, quand on y était. Alors imaginons que dans la soirée, un petit peu grisée par quelques bouteilles, notre bienheureuse Marie ait eu l'idée d'aller courir dehors, dans le simple appareil d'une beauté qu'on vient d'arracher au sommeil. Elle court comme ça en pleine nuit et elle rentre. Bon. A priori, on peut un peu s'inquiéter pour elle, mais elle va attraper une bonne grippe, et puis c'est tout. Ça ne va pas remettre en cause son avenir. Par contre, supposons qu'en cours de ses pérégrinations, elle trouve une fontaine. Je ne sais pas s'il y a une fontaine dans le coin, enfin, supposons qu'il y a une fontaine. Eh bien, même si l'eau est quelques degrés supérieure à la température de l'air, parce que l'eau, elle ne sera pas à moins 6 degrés, et que dans ce grand élan de générosité nocturne, elle se plonge dedans. Eh bien, il est bien à craindre qu'au bout de 2-3 minutes, elle paraisse devant son créateur. Et vous pourrez vous poser la question, pourquoi, alors que l'eau a la même température que l'air, dans un cas, elle aura quitté cette vallée de larmes au bout de 2 minutes, et dans l'autre cas, elle sera de retour dans la maison bien au chaud pour continuer ses agapes. Voilà, donc ça c'est un problème simple. En fait, c'est un problème qui a historiquement eu des conséquences assez terribles, parce que pendant la guerre, les gens, les militaires, ils avaient mis évidemment des parachutes à leurs pilotes, et pourtant quand ils tombaient dans l'eau, eh bien, ils étaient tous en train de mourir. Et alors les gens se posaient des tas de questions sur ce qui se passait, et alors les nazis avaient fait des expériences très emmerdantes sur les gens qui tombaient dans de l'eau froide, sur les prisonniers dans les camps. C'était assez terrible. Enfin, c'est un problème assez simple que je pose toujours à mes étudiants. Alors, si vous regardez un peu le même genre de problème de bêtes qui tombent dans l'eau, vous pourrez vous poser la même question, c'est-à-dire pourquoi, à l'intérieur d'une espèce, les animaux qui vivent au nord sont toujours plus gros que les animaux qui vivent au sud. Par exemple, pourquoi l'ours blanc est plus gros que l'ours brun. Je dis bien une espèce. Je dis par exemple, c'est pas un ours brun qui vivrait au nord, ce serait pas plus gros qu'un ours brun qui vit au sud. C'est un ours blanc qui est plus grand que l'ours brun, on est bien d'accord. Voilà, tous ces petits problèmes, en fait, c'est lié à du transport thermique et des problèmes thermiques. Donc, le thermique, ça comprend beaucoup de choses. Un autre exemple qui tient compte du thermique, c'est le climat, par exemple. Le climat actuellement, il faut savoir que le climat, c'est dû essentiellement à l'eau. Parce que l'eau agit comme un radiateur. Hein. L'eau a ce qu'on appelle une très grosse chaleur spécifique, c'est-à-dire que si vous prenez de l'eau, ici vous prenez un récipient, pareil, je fais un truc pour faire des beaux carrés. Là. Je vais faire un beau carré. Là, vous prenez un grand récipient ici qui est plein de flotte. Allez, voilà, plein de flotte. Puis ici, je le chauffe avec une bougie, là.
Je le chauffe, donc j'apporte de la chaleur. Et quand je dis qu'il a une très grande chaleur latente, ça veut dire que pour faire d'élever 1 degré mon eau, il faut apporter beaucoup de chaleur. Alors ce qui fait que quand vous avez ici, par exemple, un pays qui passe par là, et puis que vous avez un fleuve qui passe ici, et bien ce truc-là, il fait un réservoir de chaleur ou de froid énorme pour le pays qui vit à côté. Donc en fait, c'est essentiellement l'eau qui régule la température. Ça aussi, c'est un problème de thermique. Et donc vous pourrez poser la question pourquoi quand on est à Bordeaux, on vit à peu près, je crois, la même latitude que Montréal. Enfin, il faudrait faire chercher des petites analogies comme ça que je trouverai si vous voulez. Sauf que quand vous êtes à New York, je crois, dans ces pays-là, vous avez 1 mètre de neige en hiver, ce que vous n'avez évidemment pas à Bordeaux. Donc moi, ça m'arrangerait, on pourrait skier bien mieux. Mais globalement, vous avez une différence de climat qui est énorme, dû au fait, je vous laisse dû au fait de quoi. Et c'est pour ça que vous comprendrez que le réchauffement de la planète, à certains endroits, peut en fait introduire des refroidissements localement. Donc, c'est de comprendre pourquoi. Alors que sur une ville, hein, si vous mettrez une terre ici et que vous tirez un arc de cercle, vous tirez des arcs de cercle. C'est ça qui est très dur à avoir dans la tête. Si vous avez Bordeaux ici, je crois que vous avez à peu près New York ici. Et puis si vous prenez ici, je ne sais plus laquelle, une ville du nord de la France, vous avez ici Montréal, je crois. Bon, ça, il faut vérifier sur le web, vous vérifiez vous-même. Et vous avez ici 1 mètre de neige en hiver et ici que dalle. Voilà, ça, c'est aussi un problème de thermique. D'accord. Alors, dernier petit problème de thermique que je pourrais vous proposer finalement. Vous savez que quand vous avez réchauffement de la planète, ça, tout le monde en parle. Réchauffement de la planète. Planète égale montée des eaux. Montée des eaux. Question, pourquoi? Voilà, donc ça c'est ma question. Celui qui gagne aura gagné, je sais pas quoi, parce que je sais pas si ce se reverra, mais enfin on va gagner en tout cas. Voilà, gagner un petit peu de savoir. C'est un problème pas tout à fait trivial ça. Les étudiants font beaucoup de fautes là-dessus. Tout ça c'est les problèmes thermiques. D'accord. Alors, une chose que vous pouvez voir thermiquement déjà qui est très facile, c'est que les différents métaux ne transportent pas la chaleur de la même façon. Par exemple, si vous prenez un morceau de bois, vous chauffez d'un côté, mettez du chauffage de ce côté. Je l'appelle Q-point le chauffage, je verrai pourquoi. Mais en général, ici, vous pouvez le prendre à la main. Ici, on peut le prendre à la main. Alors, Philippe en a fait de brillantes démonstrations le week-end dernier où courageusement il allait au feu prendre une bûche dans la flamme. Et en fait, si on est à l'endroit qui ne brûle pas, c'est pas très très brûlant. En général, on y arrive. Par contre, si vous avez ici votre âtre qui est rougeoyant comme ça là, votre braise, et puis qu'ici vous mettez dedans un bâton et qui cette fois est en cuivre. CU, c'est l'abréviation du cuivre. Là, je mets au défi d'aller chercher ici le bâton avec la main. Parce que là, à mon avis, vous allez le sentir passer pour un petit moment et ça n'aurait pas grande utilité, à moins qu'on ait envie de marquer nos initiales quelque part. Ok, donc ça, première différence, dans du bois et dans du cuivre, là, c'est pas la même soupe. Alors, il n'empêche qu'on peut quand même marcher sur les braises. Ça marche aussi, mais c'est un autre problème que je vous expliquerai plus tard. On peut marcher sur les braises, mais c'est pas du tout le même phénomène. Donc, premièrement, ce qu'on peut dire, c'est que le bois conduit moins la chaleur que le cuivre.
Alors, une deuxième expérience qu'on peut faire, mais qui est un peu moins évidente, mais dans la vie quotidienne, on peut quand même s'en rendre compte, c'est que si on a des tubes en inox, si on a une partie chaude ici, si on le prend à la main, ben, ce qu'on voit, c'est qu'un tube en inox conduit moins qu'un tube en cuivre. Bon, ça c'est une réalité aussi. Alors ça aussi, vous pouvez en avoir l'intuition. C'est-à-dire que si vous mettez un tube en inox dans un truc très chaud, vous arriverez quand même à le tenir. Un tube en inox, pardon, un tube en cuivre, vous aurez beaucoup de mal. Alors ça, c'est un truc qui est connu du plombier, hein. Quand vous voulez braser sur du cuivre, c'est très très difficile parce que vous avez du mal à chauffer localement. Dès que vous allez chauffer, tout se barre dans le cuivre. Alors que le braser sur l'inox, c'est relativement facile. Bien, nous en sommes donc là. Et puis, alors, ce qui est très isolant, c'est évidemment le plastique, les choses comme ça. Enfin, le plastique, ça brûle, hein. Enfin, c'est relativement isolant au niveau thermique. Et alors, on sait aussi qu'un truc qui est très isolant, par contre, c'est les gaz. Alors, le double vitrage, par exemple. Ça, c'est relativement isolant. Donc, donc on dit que c'est que les gaz sont isolants. Donc ça, c'est un peu ce qu'on a envie de voir, hein, parce que finalement, dans les doudounes, je crois que c'était Marie qui en avait une l'autre jour, le principe, c'est de mettre du gaz qui isole un peu les choses au niveau thermique. Donc ça, c'est la première chose à voir. Donc, ce qu'on a envie de dire quand même, hein, a priori, c'est quand même que tout ce qui est à peu près du gaz, ça conduit moins que tout ce qui est du métal, enfin du solide, pardon, du solide, c'est-à-dire du bois, etc. C'est-à-dire des solides, quoi. Et ça conduit moins que tout ce qui est des métaux. Bon, ça, c'est relativement vrai, on va voir pourquoi. Autrement dit, un truc en cuivre, ça conduit très bien. Un truc en bois, en plastique, je ne sais pas quoi, mais qui est isolant, ça conduit mais moins bien, et ça conduit encore mieux que l'air ou qu'un gaz qui est relativement isolant au niveau thermique. Bon, ça on sait, hein. Ça c'est le principe, ça excusez-moi, j'ai oublié de le marquer, mais c'est le principe de la doudoune ou du double vitrage. Bon, donc là on est content. Alors, bon, maintenant il faut essayer de comprendre un petit peu ça, ce truc est complètement empirique. Alors d'abord, première remarque, pourquoi nos grands-mères, elles avaient, comme quoi nos grands-mères avaient du bon sens, les casseroles, elles étaient en cuivre. Fait quand vous mettez votre casserole sur le feu, même si vous chauffez que le bas, en fait toute la casserole va avoir la même température. Parce que comme le cuivre conduit très très bien la chaleur, même si vous chauffez qu'un point en bas, en fait toute la casserole va avoir la même température. Et donc ce qu'il y a dans la casserole va très vite avoir partout la même température. Donc c'est bien mieux d'avoir des casseroles en cuivre que d'avoir des casseroles en inox ou en autre chose. Alors malheureusement le cuivre ça ne marche pas pour l'induction. Puis au niveau entretien il y a un petit peu d'autres problèmes. Bon, alors pour aller un tout petit peu plus loin maintenant, il faut qu'on essaye de comprendre finalement ce que c'est que la chaleur. Alors si on sort un peu de la définition mathématique, c'est pas complètement évident de comprendre. La chaleur d'un corps, quand il est composé de plusieurs particules, en fait il y a plusieurs définitions de la chaleur, parce que ça dépend un petit peu de ce qu'on est en train de regarder. C'est pour ça que c'est pas simple de définir la chaleur en fait. Quand des gens vous disent dans l'espace la chaleur il fait 3 Kelvin, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, c'est quelque chose de définition encore différente. Par exemple, définir la chaleur d'une particule, c'est quelque chose d'assez difficile. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir ici, hein, le problème c'est de définir la chaleur.
définir la chaleur, plutôt la température. Pour un grand nombre de particules. Donc ça, on sait faire. Après, si on veut définir la chaleur, la température, pour un autre nombre de particules, pour un nombre petit de particules, c'est pas de la même façon qu'il faut le faire, parce que ça n'aurait pas de sens. Alors, ce qu'on peut dire globalement, sans rentrer dans les détails, que si vous avez ici, on va prendre un gaz, par exemple, un gaz ici, pourquoi je fais mon truc comme ça, c'est complètement naze. Enfin, si je fais un rond plutôt, on va supposer qu'on a une enveloppe rondoïdale. Hop. Puis dedans, j'ai plein de particules qui se promènent avec une vitesse. Et chacune a une vitesse V ici. Alors le V, il est aléatoire. C'est-à-dire qu'il est dans toutes les directions possibles. Ce qui veut dire en particulier que la moyenne de V est nulle. On est bien d'accord, il n'y a pas de mouvement d'ensemble. Sinon, vous aurez une sphère qui commencerait à avancer toute seule. Ce qui serait quand même assez étrange. D'accord. Si vous lâchez un ballon, il remonte, mais ça, c'est la poussée d'Archimède. Mais sinon, il ne se met pas à se déplacer tout seul. Par contre, le module de V, donc l'amplitude de la vitesse, si vous voulez, donc le module de V, la taille de la vitesse, l'amplitude de la vitesse, elle est reliée à la température. Donc ça, c'est une première définition de la température. Ça veut dire que le mouvement des particules dans mon ballon, la vitesse des particules dans mon ballon, c'est quelque chose qui est relié à la température. Ça, c'est essentiellement ça, la définition de la température qu'on utilise quand on a des systèmes à grand nombre de particules. Alors, quand on est dans un cristal, alors je vous rappelle ce que c'est qu'un cristal. Un cristal, c'est simplement quelque chose ou un corps où on a des atomes qui sont bien ordonnés. Donc, quand vous avez des atomes bien ordonnés, c'est que vous avez ici, je vous fais un réseau carré, c'est tout. Vous avez un atome qui se met au nœud de chaque maille du cristal. En 3 dimensions, bien sûr. Genre aux acides, c'est un cristal cubique carré, je sais pas quoi, là, enfin cubique simple. Donc ça, c'est un cristal. Donc ça, c'est la plupart des solides sont cristallins, pas tous, mais la plupart des solides sont cristallins. Eh bien, la température, ça correspond essentiellement au mouvement des atomes autour de leur position d'équilibre. D'accord ? Donc c'est ça essentiellement la température dans un solide. Okay. Et puis vous avez une deuxième définition, parce que dans un métal, vous avez une chose en plus. C'est que vous n'êtes pas sans savoir qu'un métal, par définition, ça transporte du courant. Donc là, j'ai mes atomes. Donc ça, c'est mon réseau cristallin. Alors, dans un métal, ce que j'ai en plus, c'est que j'ai des électrons. Alors en fait, il n'y en a pas tant que ça. Hein. Il y en a un par atome. Enfin, je ne sais pas comment les définir là. Bref, enfin, il y a des électrons. Ces électrons, ils sont libres, ils bougent dans le métal, si vous voulez. Donc, ils font une vitesse comme ça, une vitesse comme ça. Enfin, on sait comment est leur vitesse, hein, mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. D'accord. Bref, et eux aussi, ils ont une vitesse, donc c'est un peu exactement la même chose que dans le problème qu'on a ici, si vous voulez, comme problème des électrons dans des atomes, des molécules dans le ballon. Ici, on relie la température à la vitesse moyenne, de mes électrons. C'est le module moyen de la vitesse qui est relié à T. Alors ici, par contre, c'est un peu plus compliqué que ça parce que ici, la distribution des vitesses, c'est un peu compliqué. C'est pas n'importe quelle, ils prennent pas n'importe quelle valeur les vitesses, mais bon, c'est un détail. Donc vous avez essentiellement ici, donc dans un solide, je dirais, on peut voir la température de ces 3 façons-là. Donc soit ici dans un gaz normal, un gaz
d'atomes qui se promènent, soit dans un cristal, soit les électrons dans un cristal. Alors en fait, ce que vous voyez, c'est que ce qui conduit le mieux la chaleur, c'est ça, puisque dans ce cas-là, vous avez le transport à la fois par les électrons et par les noyaux. Ça, vous n'avez plus que la transmission par le cristal, vous n'avez plus la transmission par les électrons. Et là, vous n'avez que la transmission comme ça, et on va voir que celle-là, elle est assez peu efficace. Alors, comment ça se passe, la transmission? La conduction, ben, en fait, c'est le long du réseau. Et en fait, la suivante, si vous imaginez que vous avez ici, on va partir du premier cas, le cas, je dis des électrons et des atomes dans un gaz. Vous avez ici des électrons qui vont très très vite. Puis ici, les électrons à l'autre bout qui ne vont pas vite du tout. Puis au milieu, on a des électrons qui sont moyens, si vous voulez. Donc voilà, donc mon schéma, il ne veut rien dire, mais enfin bref. Donc voilà, ce qu'il faut imaginer, c'est quand vous passez de là à là, les électrons, ils passent leur temps à se cogner entre eux. Donc progressivement, la ligne rouge, elle va aller de plus en plus vers là. Parce que les rouges, ils vont taper un peu des jaunes, qui vont à ce moment-là devenir plus énergétiques, qui vont taper un peu plus des jaunes, qui vont devenir plus énergétiques, qui vont taper à nouveau des jaunes, qui vont devenir plus énergétiques. Et de proche en proche comme ça, l'énergie des électrons va se transporter vers le vert. Donc c'est ce qu'on appelle un processus de diffusion. D'accord? Donc ça revient à faire que ceux-là, comme ils sont rapides, ils vont taper dans ceux-là qui sont moins rapides, donc qui deviennent plus rapides, qui tapent dans ceux-là, qui tapent dans ceux-là, etc., etc. Et par diffusion de gauche à droite, ces phénomènes-là vont arriver ici. Donc ça, c'est un processus qui est assez efficace pour transporter la chaleur. Le deuxième processus, c'est par les atomes. À ce moment-là, vous avez un processus qui est comme ça. Alors pour transporter la chaleur, il va se passer la chose suivante. C'est que vous imaginez maintenant qu'entre chaque atome, vous avez ici un petit ressort. Comme ça. Et ce qui fait quand vous faites bouger celui-là, ploum, ça fait bouger celui-là, ploum, ça fait bouger celui-là, ça fait bouger celui-là, etc. Et donc toute votre énergie se transporte comme ça. Ok. Et alors si vous regardez ça de très loin, donc le premier vous faites bouger, la vibration se transmet par là, par là, par là. C'est comme ça se transmet la chaleur. Et alors ça c'est une transmission par le réseau. Et si vous regardez très loin ce qui se passe, en fait de très très loin, tellement loin que vous voyez les atomes tout petits, tout petits, tout petits, tout petits. En fait ce que vous voyez c'est une sorte d'onde qui se propage et qui se déplace comme ça, d'accord, sur votre réseau. Et cette onde-là qui se déplace, cette déformation du réseau qui se déplace, on appelle ça un phonon. Ça se comporte quasiment comme une particule, simplement ici. Donc alors on peut faire des tas de choses avec ces modèles, mais dans cette compression, cette déformation du réseau qui se propage le long du réseau, on appelle ça un phonon. Ça c'est le transport par diffusion, transport par phonon. Donc ça c'est extrêmement efficace. Ça c'est un peu moins efficace. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'un métal, vous avez phonon plus électrons. Dans un solide simple, vous n'avez que les phonons. Alors dans un gaz, le problème c'est que vous pourriez être efficace, mais on est à très faible densité. Ce qui fait que le processus de ce type-là, il n'est pas très efficace parce que vous, effectivement, vous pourriez avoir de la diffusion parce que vous avez des molécules chaudes et des molécules froides, mais ce qui se passe, c'est qu'en fait, vous en avez très très peu. Ça fait que ce processus de collision qui va transmettre l'énergie, il est très inefficace parce que vous êtes à très très faible densité, donc il y a très peu de chances que vous tapiez d'autres molécules. Par contre, vous avez un dernier phénomène qui est très efficace là, qui est dans le gaz, et qui est uniquement dans le gaz. C'est ce qu'on appelle la convection. Convection, comment ça marche? Vous avez ici une plaque chaude. Et ici, une plaque froide. Ce qui se passe, c'est que l'air, il a un mouvement comme ça. Comme l'air passe là, il devient plus léger. Il monte. Là, paf, au contact de l'air froid, il dépose sa chaleur ici. Il devient froid, il redescend. Il se chauffe là à nouveau, il remonte. Il dépose sa chaleur là et il redescend. Et ça, c'est ce qu'on appelle des vortex.
Et ça, ce truc-là, c'est extrêmement efficace pour transporter la chaleur entre bas et le haut. Donc ça, c'est très embêtant parce que ce que vous gagnez du fait que vous avez une faible densité, donc peu de transport par diffusion, vous perdez tout à cause des vortex. D'où la solution. Vous mettez des plumes. Parce que quand vous mettez des plumes dans votre doudoune, vous empêchez l'air de faire le tour. Parce que l'air, vous mettez des plumes partout, ce qui fait que vous coupez vos rouleaux de convection. L'air ne peut pas convecter parce que vous avez des plumes qui l'empêchent de faire ces rouleaux-là. Vous gardez le fait qu'il y a une faible densité de gaz, donc vous êtes relativement isolant parce que vous avez peu de processus de diffusion. Les molécules sont très éloignées, donc ça diffuse peu. Donc ça, vous le gardez. Mais en plus, vous avez coupé vos rouleaux de convection. Donc c'est pour ça que vous avez la solution, c'est de mettre la garniture de plumes. Et c'est pour ça que ce qui est le meilleur isolant au niveau thermique, c'est les trucs en duvet d'oie ou en duvet de je sais pas quoi. Mon seul problème, c'est que ça ne tient pas bien l'humidité. Sinon, c'est ça qui isole le mieux. D'accord? Donc, on a comme processus de conduction les métaux phonons plus électrons, les solides des phonons, avec un S, ça ira aussi bien. Dans le gaz, on a un peu de diffusion, mais surtout de la convection. Voilà. Donc c'est essentiellement ça le transport thermique. On peut limiter à ces 1, 2, 3, 4 phénomènes. Et on a fait le tour de la planète. Alors dans l'eau, ce qui se passe, donc dans l'eau, on discutait tout à l'heure pour la fontaine de Marie, on a le même phénomène que dans le gaz, c'est-à-dire qu'on a à la fois de la convection et de la conduction. D'accord? Alors par exemple, c'est pour ça qu'on touille la soupe, hein, c'est-à-dire que si vous attendez que la soupe se refroidisse uniquement par diffusion, c'est très lent, donc vous remuez pour que ça aille plus vite. Voilà, donc là, on sait maintenant comment se conduit la chaleur. Donc, on va se expliquer le petite question, le petit problème de pourquoi Marie paraîtra devant son créateur si elle se plonge dans la fontaine d'eau froide et reviendra tranquillement dans le salon si elle se met dans l'air froid. Et c'est exactement le problème que vous avez ici, hein, si vous avez bien suivi. Quand on est dans l'eau, on a à la fois de la conduction et de la convection. Donc ça conduit bien la chaleur. Par contre, dans un gaz, on a aussi la convection et la convection, mais on a une densité qui est très 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 faible. Autrement dit, quand vous êtes dans de l'air, vous avez une conduction qui est très très faible parce que vous avez très peu de molécules. Ici, vous avez une conduction qui est très très bonne. Donc qu'est-ce qui va se passer ? C'est pas tellement la température qui va jouer, enfin si la température va jouer, mais c'est surtout que quand vous avez ici une faible densité, le gaz que vous avez là, il va vouloir... Alors on va faire l'approximation de la Marie sphérique. Ce qu'on appelle l'approximation de la Marie sphérique, c'est ça. Alors on fait une Marie qui a une forme de sphère. Donc évidemment, le gaz va vouloir évacuer la chaleur ici, mais il ne peut pas le faire très bien parce qu'il a une mauvaise conduction thermique. Donc il a des problèmes pour évacuer la chaleur. Par contre, ici dans l'eau, vous avez une très bonne conduction thermique, donc la chaleur va être très bien évacuée. C'est pour ça que dans l'eau, au bout d'un temps extrêmement court, la chaleur du corps humain est complètement évacuée, complètement pompée, ce qui fait qu'on se met en hypothermie. Et c'est pour ça que c'est très dangereux de tomber dans de l'eau froide. Dans de l'eau froide, on tient quelques minutes, alors que dans de l'air froid, on peut tenir très très longtemps. Non, on ne meurt pas dans de l'eau froide, dans de l'air froid, alors qu'on meurt dans de l'eau froide. Alors ça, c'est quelque chose qui a malheureusement été testé dans les camps, parce que les gens ne comprenaient pas pourquoi, quand les aviateurs tombaient dans l'eau, et bien qu'ils arrivent vivants dans l'eau, ils mouraient au bout de quelques minutes. Et les nazis, dans leur grande sagesse, ont eu l'idée de faire ça sur des prisonniers qui mettaient dans de l'eau glacée. Et effectivement, dans les camps, ils s'apercevaient que les prisonniers mouraient au bout de quelques minutes. Alors c'est une expérience qui, en dehors d'être absolument horrible, n'avait aucun sens scientifique, puisqu'ils travaillaient sur des échantillons de gens qui de toute façon étaient dans un tel état qu'ils seraient sûrement morts même à l'air froid, donc ça n'avait aucun sens, en dehors d'être absolument horrible comme expérience. Mais c'est pour ça que les gens meurent dans de l'eau froide, c'est parce qu'on a une conduction de l'eau qui est très grande. Et vous pouvez avoir un autre phénomène qui ressemble à ça, c'est la différence entre le hammam et le sauna. Le sauna, c'est extrêmement chaud. Vous pouvez monter à 90 degrés, mais c'est de l'air sec. Le hammam, vous montez beaucoup plus en température, qui est vers 60 degrés, 65 degrés, mais vous êtes dans de l'air humide. Donc vous avez une impression de chaleur énorme parce que l'air humide va transporter la chaleur et vous amener la chaleur beaucoup plus efficacement que l'air sec, ce qui fait que vous pouvez rester
dans de l'air humide seulement à 65 degrés. Par contre, quand vous avez de l'air sec, l'apport de chaleur est plus compliqué, ce qui fait que vous ne pouvez pas dépasser, vous pouvez dépasser largement 65 degrés, puisque vous pouvez monter à 80-90 degrés. D'accord ? Donc en fait, ce qui joue dans ce cas-là, il faut bien le comprendre, c'est pas la température, mais c'est la conduction thermique. Voilà. Donc ça, c'est un petit jeu pour vous montrer à quoi sert la conduction thermique dans la vie de tous les jours. Okay. Bon, il y a d'autres exemples pour ça qui sont assez révélateurs. Alors maintenant, la question que je voulais aborder quand même, c'est comment on mesure une température. Parce que souvent les gens, donc on l'a abordé dans cette question, et je voulais vous montrer un petit peu toutes les échelles de température qui existent. Donc on va essayer de faire ça. Voici une petite échelle de température. Alors évidemment, au départ, les gens avaient défini la température par rapport à ce point-là, qui est marqué ici. Donc c'est ce point-là, le point qui était le 0. Donc ça, c'est la température de transition de l'eau. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, c'était le truc qui les entourait dans la vie la plus courante. Et ce qu'il y a, c'est que ça leur paraissait une température primaire, une transition primaire. Alors il y a deux choses dans la température, c'est de chercher des thermomètres primaires, c'est-à-dire des choses qui changent de température de façon indépendante de tout le reste. Donc il leur semblait que l'eau, ça changeait de température. Ça changeait, pardon, ce qu'on appelle une transition de phase, donc il y avait une transition à 0 degré, quelles que soient les conditions. Alors il s'est avéré depuis que c'est pas vrai, vous savez, puisque ça dépend de la pression au-dessus, donc ça dépend de l'altitude, etc. Donc c'est pas du tout un bon thermomètre primaire. Alors en plus, la définition de la température, donc ça c'est la gamme de Celsius, elle n'a pas vraiment de sens en mettant le 0 ici. En fait, le sens de la température, c'est de dire que essentiellement à 0 degré, bon je le simplifie, il n'y a plus de mouvement des molécules, des particules entre elles. Tout est gelé. Ça, c'est une définition qui est un peu plus physique du zéro absolu. Donc, c'est ce qu'on met ici comme échelle. Vous avez ici le zéro absolu. Alors, évidemment, c'est quelque chose d'assez arbitraire. Parce que quand je dis qu'il n'y a pas de mouvement, ça n'a pas de sens, parce que je dirais que si on veut le mesurer, forcément il y a du mouvement si on peut le mesurer, parce que s'il n'y a pas de mouvement du tout, on ne mesure rien. Donc c'est quelque chose qui est assez un peu arbitraire, mais c'est quelque chose qui a une définition. Alors, voilà, l'échelle de température, ça se mesure sur tout ça, d'accord ? Et puis ça va même beaucoup plus haut, puisqu'on a, là c'est pas marqué, mais il y a d'autres températures qui vont plus. Alors il faut savoir que c'est plus facile de refroidir que de chauffer, pour une raison simple, c'est que quand on chauffe, ça se met à rayonner. Donc c'est rayonner, ça veut dire comme du charbon quand on le chauffe, ça se met à devenir rouge et se met à rayonner, donc on met de la puissance et ça se bat en rayonnement. Donc c'est assez dur de chauffer. Donc là, notre échelle, elle s'arrête ici à 1400 Kelvin. On n'a pas mis au-dessus, ce qui est un petit peu dommage. Donc le soleil, c'est 6000 degrés à la surface. Il faut bien savoir qu'à la surface, l'intérieur c'est des millions de degrés. Alors on peut le savoir simplement, c'est parce que le soleil est jaune et quand vous avez la température, ça vous donne, la couleur vous donne à peu près la température. Donc si vous voulez la voir en degrés Celsius, il faut enlever 273 degrés. Donc vous avez ici le cuivre qui a une transition qui gèle à 1400 degrés, l'or qui est à 3200 degrés, l'argent qui est à 1200, etc. L'aluminium qui est à 900 degrés. C'est très facile de faire fondre l'aluminium, ça se prenez dans les mains, ça va vous le chauffer facilement. Le zinc 600 degrés, l'étain, alors l'étain évidemment c'est super simple à faire fondre. L'indium aussi, on fait des joints en indium parce que c'est mou l'indium à température ambiante. Bon, le gallium ça se trouve pas tous les jours quand même. 304 c'est ce qu'on appelle la température ambiante. Donc en général quand on vous dit quelque part vous avez 304 c'est qu'on a la température ambiante. 200 Kelvin c'est le mercure, donc ça vous le savez parce que le mercure en le dilatant vous êtes près de l'ambiance donc il bouge, c'est pour ça qu'on fait des thermomètres avec. Alors là, la remarque que je voudrais vous faire quand même, c'est sur la régulation du corps humain, parce que vous savez qu'on est là, on se balade autour de 304, c'est la température de notre pièce. Nous, on fait 37 degrés, donc on est en fait exactement à 304. Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que si on fait une variation, mettons de 3 degrés, vous montez à 40 degrés,
vous êtes déjà un petit peu malade, hein. À 42 degrés, vous êtes quand même sérieusement atteint, alors que si vous regardez par rapport à 300 cas, vous n'avez fait que 2% de variation. C'est-à-dire que 2% de variation suffisent à vous abattre. Alors ça a une certaine logique, parce que toutes les réactions biologiques en général, elles rentrent dans les exponentielles, donc ça va très vite. Mais quand même, il faut qu'on ait une régulation du corps humain de l'ordre de quelques pourcents, voire mieux que le pourcent, pour qu'on puisse vivre. Et si vous demandez à votre chauffagiste préféré de réguler votre pièce à 2%, ça risque de vous coûter relativement cher, parce que c'est un problème. Ça se fait, hein, je veux dire, mais quand vous demandez, disons, réguler au degré près, c'est déjà très très cher. Et là, votre corps humain est naturellement régulé au pourcent près. Donc il est quand même bien foutu, hein, mine de rien. Voilà, là à gauche, vous avez les choses qu'on utilise, nous, beaucoup plus couramment. Donc l'hydrogène, la vapeur, l'hydrogène. Bon, ça, c'est pas très intéressant pour vous. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on fait pour se balader là-dedans? Donc pour faire du froid, nous on part de 300 Kelvin, donc il n'est pas représenté ici. Vous pompez dessus. Enfin, vous achetez une bouteille d'hélium dans le supermarché, ça se trouve, c'est pas cher. Vous arrivez à l'azote, vous arrivez là. Donc une fois que vous êtes là, vous êtes peinard. Si vous voulez aller plus loin, vous achetez une bouteille d'hélium, c'est un peu plus cher, hein. Alors l'azote, ça coûte le prix du Coca-Cola à peu près, hein, quand on l'achète en gros. Donc, le Coca-Cola fait moins de froid, mais c'est meilleur. Vous achetez l'hélium, c'est un peu plus cher quand même, vous tombez à 4K. Puis alors là, il faut une petite pompinette, vous pompez sur de l'hélium, vous allez tomber vers 1K. Et là, après, il y a l'aventure qui commence. Là, il faut commencer à faire la dilution, la désaimantation, et c'est un peu plus merdique. Mais jusque-là, si vous avez une pompe et un peu d'argent pour acheter de l'hélium, ça se passe bien. Voilà. Donc alors, moi, où c'est que je me situe dans l'histoire pour mes phonons? Moi, je me situe essentiellement, je vais me mettre par là. D'accord, donc vers température inférieure à 100 miniques. Alors pourquoi je veux faire ça? Mais il y a une raison, c'est que moi je regardais les phonons. Alors pourquoi? Parce que les phonons, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a dans le réseau, c'est un échantillon, puis vu de loin, notre truc, c'est des petites ondes, comme ça, des petits ressorts qui oscillent. Tagadam, tagadam, ouais, je vais vous faire en bleu. Tagadam, les électrons, ils se mettent à vibrer comme ça. Et alors vu de loin, c'est une sorte d'onde qui se propage comme ça, dans le ressort. Et en fait, ce truc-là, c'est quasiment, on peut l'assimiler à une particule qui est en train de bouger. C'est une particule qui se propage, ce truc-là, ce qu'on appelle la quantifiée, pour ceux qui ont fait les bonnes écoles. Et cette particule-là, ce qu'on appelle un phonon. Donc la transport de chaleur, c'est essentiellement des phonons qui se promènent. Et en fait, on peut montrer qu'elle se comporte vraiment comme un phonon. Mais le problème, c'est qu'on a aussi des électrons. Et si on est trop chaud, ce qui se passe, c'est que le transport thermique, il est complètement masqué par les électrons, il est dominé par les électrons. Donc mes électrons, ce que je vais faire, c'est que je vais leur donner un coup sur la tête et je vais les refroidir. Et si je les refroidis assez, ces électrons, je ne les vois plus. Pourquoi? Alors c'est un peu compliqué, mais essentiellement, quand je vais refroidir, mon système va devenir isolant et ça veut dire que les électrons ne peuvent plus bouger. Donc ils ne transforment plus de chaleur et il ne me reste plus que mes phonons. Et c'est ça le régime qui m'intéresse. Je vais être dans un régime où le transport de chaleur se fait par des phonons. Voilà, c'est ça que je veux atteindre pour le régime. Et c'est pour ça qu'il me faut faire du froid. D'accord? Ça, c'est le premier point. Je veux regarder le transport thermique par des phonons. Et donc, il faut que je fasse du froid. Donc, c'est pas une fin, c'est un moyen. Voilà. Donc, on a dit tout à l'heure l'évolution. On est passé de Fourier, de sa loi de Fourier. Donc, la loi de Fourier, c'est ce qu'on appelle. La loi de Fourier, c'était je prends Fourier, préfet de l'Isère, attention, hein. Pas n'importe qui le bonhomme. Donc là, le Fourier, c'est je prends un bâton. Paf. Je chauffe d'un côté. Tac. Je mesure la température de l'autre. Ce que Fourier a montré, c'est que
la température ici quand elle évolue. Si je trace la température en fonction de la distance, la température décroît linéairement. D'accord. Et c'est proportionnel, alors c'est un peu compliqué à dire, mais c'est proportionnel à la quantité de chaleur que je mets là, que j'apporte ici. Par exemple avec un petit... je sais jamais faire les bougies, mais un truc comme ça là. Comment on fait les bougies déjà? Les mecs sont bons à dessiner les bougies. Voilà, je mets une bougie ici. Donc je chauffe ici, j'apporte une certaine quantité de chaleur. La température ici, elle a un profil linéaire. Alors, je vais dire, regardez, vous pouvez l'écrire comme ça. Ça, j'aime bien les trucs pour frimer dans les soirées comme ça. Vous écrivez que J est égal au moins gradient de T. Voilà. Alors, c'est la même chose que ce que je viens de dire, mais ça frime, quoi. Ça pète sa classe. Ça veut dire que si je mets une bougie ici, la température baisse linéairement. Le truc. Ça, c'est classe. Ça, c'est pour les mecs qui ont fait l'école normale, par exemple. Ils parlent que comme ça, les mecs. Moi, je suis un paysan, je suis comme ça. Voilà. Ça, c'est Fourier. Il n'a pas fait que ça, le mec, quand même. Il a fait ça. Moi, je dis non, maintenant, moi, je dis non, je suis froid. Donc, mon transport de chaleur, c'est un fil. Enfin, plutôt plus qu'un fil, c'est un peu large, si vous voulez. C'est un truc comme ça. Dedans, j'ai plein de phonons. Dedans, j'ai plein de phonons. Ici, j'ai plein de phonons qui sont super excités. Et là, j'ai plein de phonons qui sont super cool. Là, j'ai une température T1. Là, j'ai une température T0. Puis T1 est plus grand que T0, donc c'est chaud d'un côté. Comment ça se fait? Comment se transportent ces phonons de ce côté à ce côté? C'est complètement différent, en fait, ce qu'on pourrait dire. En fait, le transport est complètement... Je ne peux pas l'écrire comme Fourier faisait avec ce truc-là, ça ne marche absolument pas. Parce qu'en fait, si on regarde ce qu'il y a de sous-jacent là-dedans, c'est des modèles qui ne supposent pas des phonons. Je ne peux pas le décrire de la façon qu'il y a des phonons. Et ça, c'est un petit peu gênant, quand même. Alors, ouais. Alors là, on est un peu emmerdé, quand même. On est un peu emmerdé. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Et la première chose qu'on peut faire, c'est qu'on peut se dire, finalement, en fait, les phonons qui sont chauds ici, ils vont progressivement transmettre leur chaleur à ceux-là. Pourquoi? Parce que par effet de proximité, celui-ci, il est très chaud. Et puis, progressivement, s'il y en a au milieu qui est vert, par exemple, à force de rentrer dans le vert comme ça, le vert qui va rentrer dans le jaune, et progressivement, ça va arriver au bleu. Certes. Alors, comment je vais calculer ça? Ça, je fais un cours là-dessus en 5e année. C'est pas complètement trivial de savoir comment je calcule ça. C'est pas complètement évident. Donc, il y a plein de choses qui peuvent se placer là-dedans, parce que, en plus, il faut voir que mon truc, il n'est pas parfait, parce qu'au milieu de ma barre, là, j'ai des défauts à des endroits. J'ai pouf. Alors, des défauts, c'est quoi? C'est simplement, vous êtes dans un cristal. Un cristal, c'est pas parfait. À des endroits où vous avez un défaut dans le cristal, donc vous avez un atome qui n'a rien à foutre là. Je sais pas pourquoi, il s'est plus là. Vous avez un atome qui s'est déplacé, pour faire chier, il s'est mis à côté de là où il doit être. Ça s'appelle les défauts. Bon, et je balance mes trucs d'électrons. Alors, en fait, ce qui peut lui arriver, par exemple, c'est qu'il y a un phonon, il y a un autre phonon, ils arrivent, ils se rentrent dedans. Et ils vont repartir. Question, comment ils vont repartir? Premier truc qu'ils vont faire. Deuxième chose qu'ils vont faire, il y a un phonon qui arrive, il y a cette grosse impureté-là. Alors comment il va repartir? Il va repartir comme ça. D'accord, c'est mon phonon qui arrive, pardon. Il va repartir un peu, c'est mal dessiné là, il va repartir comme ça. Et là, on va supposer que l'impureté, elle bouge pas. C'est un truc balèze, c'est gros, l'impureté, elle bouge pas. Voilà. Et puis, la troisième chose, quand même, qui peut lui arriver, c'est que mon échantillon, il peut taper
sur le bord, parce qu'il tape quand même souvent sur le bord. Voilà, et mon électron il peut arriver là. Et ça, il tape là. Donc ça, il faut que je tienne compte et que je calcule finalement comment ça va varier quand par rapport au gradient de température. Est-ce que j'ai une température qui va varier linéairement, par exemple? Alors ça, c'est compliqué. Et cette simple chose, en fait, on ne sait pas très bien la calculer. C'est quelque chose qui est pas complètement évident. Et en fait, les résultats ne sont pas forcément ce qu'on attend. Alors, moi, ce à quoi je m'intéresse le plus simplement... Alors, déjà, le premier problème, c'est simplement... Je vais vous faire un problème tout con. Je vous dis simplement... Voilà. Je vous pose un problème pour élèves du 5e. D'accord? Je vous dis, j'ai pas la réponse. Hein. Bon. Voilà. Je fais ça. Je mets des obstacles réguliers. Obstacles réguliers tout le long. Donc ça, c'est la première question que je vous donne pour le jour de l'an. Comme ça, vous aurez la réponse. Première chose que je vous demande, vous envoyez ici les billes. Voilà. Vous êtes privé de l'angoisse si vous ne savez pas répondre. On voit des billes régulièrement. Alors la question que je pose, alors, et quelque chose de trivial quand même, c'est qu'elles vont toutes ressortir, ça on est d'accord. Bon, ça déjà, est-ce que c'est évident? Il faut trouver un argument évident pour le fait qu'elles ressortent toutes. Ça c'est évident. Ça c'est évident. Maintenant, ce que je vous propose, c'est maintenant de décaler une ligne sur deux. Donc je propose, celle-là, je la décale un peu par là. Puis celle-là, je la décale un peu dans l'autre sens. Celle-là, je la décale comme ça. Donc ma question, c'est est-ce que je décale une longueur L? Donc est-ce qu'à un moment, pour un L donné, les billes sont bloquées? Voilà, c'est ma deuxième question. Et alors, je vais poser une troisième question. Pour Noël, c'est le cas de Noël. Et j'inverse le sens du courant. Si maintenant je fais ça. D'accord? Est-ce que j'ai le même résultat? Voilà. Ça, c'est votre petit devoir de Noël. Il me plaît bien ce devoir de Noël. Elles sont faciles les questions. Argument pour l'argument, je veux dire, pour dire que ça ressort. Mais en fait, il n'est pas si trivial que ça là. Je suis un peu con parce que. En fait, pas si évident que ça ressort. En fait. Je ne suis pas sûr. Ouais, la 1, c'est pas dit que ça ressorte en fait. Je m'en aperçois. Bon, bref. Maintenant, on va aborder ce que je fais exactement moi.
Nous, on s'est posé la question suivante. On prend un carré, une ligne droite plutôt, comme on a vu. Et maintenant, attention, encore plus fort et toujours sans filet, nous mettons des triangles. D'abord, on les met bien réguliers, d'accord? C'est comme la question précédente. Alors là, il y a une question qui se pose. Et qui n'est pas, en fait, pas si simple que ça. C'est est-ce que le système est symétrique? Est-ce qu'on a autant de billes qui vont, si on lance dans ce sens-là ou dans ce sens-là, est-ce qu'on va avoir le même courant de billes? Alors ça, c'est un problème qui est assez compliqué en fait, et dont je ne suis pas absolument convaincu du résultat. La deuxième chose qu'on peut se poser maintenant, et c'est ça qu'on voudrait montrer en fait, c'est que si vous avez maintenant, vous n'êtes plus dans un système classique avec des billes, maintenant vous considérez que les billes, ce sont des ondes. Ça, c'est un petit peu plus compliqué parce que votre bille, c'est une onde. Ça, c'est le principe de la mécanique quantique. Donc là, vous regardez pas seulement des trajectoires comme ça, à travers de votre trajectoire comme ça, qui sont les trajectoires. On ne regarde pas seulement les trajectoires. Mais, et attention, sans augmentation du prix des consommations, la maison va vous présenter ce que nous faisons et qui est assez subtil. Je vous présente ça. Si vous prenez un réseau, n'importe lequel, pour l'instant je ne vais pas des triangles, vous envoyez une particule, eh bien, ce que vous êtes obligé de faire en mécanique quantique, c'est de regarder tous les chemins possibles. Bien, celui-là, celui-là, celui-là. Et à la fin, vous devez regarder les interférences entre tous ces chemins. Voilà. Donc vous voyez que dans un cas, je regarde vraiment le chemin classique, et dans un cas, il faut que je regarde tous les chemins et que je regarde les interférences entre ces chemins. D'où ma question, est-ce que c'est possible que dans le cas classique, je retrouve un système où j'ai forcément le même courant, le même nombre de billes qui passent dans un sens, et dans l'autre, quand j'envoie les billes, si je les envoie comme ça ou comme ça, j'ai le même nombre de billes qui traversent. Et en mécanique quantique, je n'ai pas le même nombre de billes qui traversent dans un sens et dans l'autre. Voilà, c'est ça ma grande question que je suis en train d'explorer et que nous voulons montrer expérimentalement. Ma réponse et l'intuition que j'ai, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que je pense que classiquement, on peut montrer que si j'envoie des billes comme ça, j'ai un certain pourcentage de billes qui traversent. Et si je l'ai comme ça, j'ai un pourcentage de billes égal qui traverse.
mais que différents qui traversent, mais que quantiquement, j'ai forcément le même nombre de billes qui traversent dans ce sens-là et dans ce sens-là. Mais ça n'est qu'une intuition qui serait due aux symétries de la mécanique quantique. Donc voilà ce que je peux vous dire sur ce que je fais dans mon labo. Et oui, c'est des choses simples qui sont simplement liées aux problèmes de symétrie qui apparaissent quand vous regardez non plus un système classique, mais un système quantique, et vous avez des symétries sur l'interférence qui n'apparaissent pas ici. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et voilà, et puis j'ai pas la recette de la dinde au marron par contre. Mais voilà. Et comme disait La Rochefoucauld, il existe diverses sortes de curiosités. L'une qui nous mène à apprendre ce qui peut être utile, et une autre qui nous amène à savoir ce que les autres ignorent. Voilà. Bonne soirée.